Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Godefroy et on va regarder cette semaine comment ça se passe exactement dans les noms de domaine. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était qu'un nom de domaine, des suffixes, des sous-domaines. J'y comprends strictement rien. J'ai demandé à Marc de venir nous expliquer ça. Allez, c'est parti, on y va. Salut Marc, comment ça va? Salut Jean-Louis. Dis-moi, tu peux te présenter en 2 minutes? Ouais, bien sûr. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille à OVH sur les noms de domaine. Donc tout de suite après ma sortie des études, en fait, je suis arrivé à OVH. Sinon, en dehors vraiment de mon métier sur les noms de domaine en tant que développeur, vraiment à OVH, je suis pas mal dans les communautés techniques à Rennes. Donc soit par exemple le Golang User Group, parce que je suis un développeur Go, mais également dans d'autres communautés, par exemple le Brestcamp. Donc tu es organisateur dans le Basecamp. Co-organisateur. Co-organisateur. Ouais, on est tout un groupe. Hein. Il y a Horatio aussi qui est dedans, je crois. Ouais, il y a Horatio également qui est dedans, qui est un peu moins cette année, parce qu'il avait d'autres préoccupations, quoi, mais on est suffisamment nombreux pour justement pouvoir se relayer, tout ça. Quoi. Et c'est quand le Basecamp? Donc là, c'est le fin mars, du 20 au 22, si mes souvenirs sont bons. Les CFP sont terminés? Les CFP se terminent là en fin de semaine. Ok, donc là, alors c'est le moment d'y aller. J'ai jusqu'à vendredi. C'est ça, c'est le moment de faire un dernier rush là-dessus. Ok, super. Du coup, je te pose la question tricky du mercredi, comme on le fait chaque semaine. Ça marche. Je démarre un business aujourd'hui, je prends un .com ou je prends un .fr? Alors, c'est une vaste question. S'il y en a un des deux qui n'est pas pris, comme ça la question ne se pose pas. Si les deux sont pris, la question ne se pose pas non plus. Si les deux ne sont pas pris, alors ça dépend en fait du business que vous avez derrière. En fait, si jamais en fait, tu as un business axé peut-être plus local, par exemple au niveau des services publics ou plus proche, où en fait tu vas pas avoir d'acteurs internationaux, finalement avoir un .fr ça suffit peut-être largement, quoi. Un .com on va peut-être plus l'avoir si on va avoir une portée internationale. Après ça se discute, finalement en France on est beaucoup axé sur le .com et le .fr. Enfin, c'est très régulièrement qu'on voit les deux, quoi, soit l'un soit l'autre, il n'y a pas vraiment de particularité. Mais en fait, il faut savoir que cette question tiens, est-ce que tu choisis un .fr ou un .com, ça change vachement en fait par rapport au pays. Par exemple, en Allemagne, ils sont vraiment portés sur le .de plutôt que sur les autres extensions. Et certains d'autres pays vont être vraiment l'inverse. Leur country code donc, d'extension, et en fait ils vont pas l'utiliser du tout. En fait c'est culturel, c'est ça. C'est vraiment culturel, quoi. Et c'est vraiment marrant de voir en fait suivant les pays que la culture elle diffère totalement sur un domaine. Aujourd'hui je veux démarrer mon entreprise, je vais être entrepreneur, je vais commencer doucement par exemple une boîte de conseil dans la data par exemple. Tu conseilles plutôt de prendre un .com ou un .fr? Imagine qu'il y a le nom qui me plaît, le .com est déjà pris, est-ce que je prends le .fr ou je change de nom de business? Ça dépend en fait, déjà une conseil dans quoi? Dans la data, le conseil, là, comme ça, je vais chercher principalement, je sais pas moi, des partenaires, des retailers, je vais être prestataire auprès d'Orange, des choses comme ça. En fait, si c'est prestataire, je conseillerais plutôt un .com, mais il peut y avoir par exemple une alternative, si ton marché est plutôt européen, tu as le .eu, qui est le .europe, qui est assez, en fait, celui-là est assez marrant en fait. Si tu regardes en fait si on explique un peu déjà ce que c'est les différents, ce que c'est déjà un nom de domaine. On va partir de là. Un nom de domaine en fait c'est vraiment la totalité du nom. FR est un nom de domaine. C'est pas juste une extension, c'est un nom de domaine. Si on prend la RFC qui stipule ce que c'est un nom de domaine, alors on commence déjà RFC. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? RFC en gros c'est les documents qui régissent un peu tout ce qui existe dans le milieu de l'IT en gros. C'est un peu les documents qui font référence. C'est ce qui va déterminer un standard. Typiquement, vous avez une RFC sur le protocole HTTP, une RFC sur le protocole FTP, une RFC sur le protocole EPP, on en reviendra plus tard. Il y a vraiment des RFC sur tout. Elles ont différents stades de maturité, parce qu'en fait, une RFC, on va dire, je dirais plus politique que technique. En fait, il va y avoir de la prise de décision. Finalement, dire que tel protocole ou tel, on va dire, workflow technique est un standard, ça implique beaucoup de choses. Et donc là, ça implique que les fabricants vont que les développeurs, les éditeurs s'alignent dessus, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des propositions de RFC. Et en fait, on voit beaucoup ça par exemple, dans le milieu des DNS, où typiquement, en fait, il y a plus de RFC qui sont en expérimental ou en admises un peu par l'utilisation que vraiment implantées dans le marbre. Je crois que de souvenir, donc je dis peut-être une bêtise, mais de souvenir, je crois qu'il n'y a que 2 RFC qui datent des années 80 qui sont vraiment implantés comme Internet standard. Tout le reste, c'est un peu
Voilà, c'est un peu de l'utilisation et c'est un beau bordel. Ok, En fait, donc là, on a compris ce que c'était que la RFC. Donc si je reviens à ce que tu me disais sur les noms de domaine. c'est ça. Si on regarde la RFC, les noms de domaine, en fait, leur nom, c'est FQDN, pour Full Qualified Domain Name. D'accord. Et si on regarde cette RFC, ce que c'est un nom de domaine, c'est c'est une succession de labels, donc qui sont alphanumériques avec des nombres et avec certains caractères spéciaux, séparés par des points. Ok, D'accord. je prends Avec à la fin un data point. Je prends mon data buzzword à moi. C'est www.databuzzword.com. C'est ça. Tout ça, c'est un nom de domaine. www inclus? www inclus. En fait, www, c'est juste une, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas un standard, mais Une best practice. une Quoi. best practice, pour désigner un site internet. Mais c'est uniquement ça en fait. D'accord. Donc tu me dis ce qu'on appelle un nom de domaine, c'est www.machin.com ou alors sans le W devant. Tout Compris. Tout est enfin, en fait, www.toto.fr est un nom de domaine, toto.fr est un nom de domaine et fr est un nom de domaine. D'accord. Tout ça, c'est un nom de domaine. C'est pour ça que, par exemple, typiquement, quand on parle de suffixe, enfin, quand on parle, par exemple, d'extension, eh ben, c'est un peu flou, en fait. Prenons l'exemple. En fait, par exemple, si tu prends le cas du .fr, en fait, il existe des SLD. Donc, en gros, si je reprends, on va dire que le .fr, c'est un TLD, pour Top Level Domain Name. D'accord. C'est le premier mot. Après, on a le SLD, Second Level Domain. Donc c'est en partant de la droite que tu es en train de désigner. C'est ça, on parle tout le temps de la droite. D'accord. Donc si on prend le chirurgien-dentiste.fr, en fait, il est composé d'un TLD, d'un SLD, mais en fait, tout ça, c'est un suffixe. Parce que toi, tu peux commander un culinaire.chirurgiendentiste.fr. Une petite particularité, c'est qu'en fait, ce suffixe est réservé pour le chirurgien dentiste. En fait, derrière, du coup, lors de la phase de création du nom de domaine, tu vas avoir des documents à fournir pour prouver que tu es bien chirurgien dentiste. Il va y avoir l'ordre des médecins qui va valider. Ce genre de choses. Ça c'est l'institution qui s'est réservée sous ces, excuse-moi, top level domaine et ce suffixe, ouais. Ces deux suffixes. Ce suffixe. Ce suffixe, donc qui est la concaténation du top level et du c'est ça. Secondaire. Mais il pourrait y en avoir 3 en fait. 3, 4, 5. En fait, on va parler de suffixe, c'est pour désigner, ok, quel est vraiment ce que toi tu as acheté, ce que toi en fait, finalement tu es propriétaire. D'accord. Ce qui t'appartient. D'accord. Et après tout le reste. En fait, toi finalement, à partir du moment où tu es propriétaire dans le domaine, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en fait à partir de ce suffixe. Donc je peux en rajouter des suffixes, donc, tu peux, des sous-domaines. C'est ça, tu peux après créer autant de sous-domaines que tu veux, tu peux fonder. Et les revendre. C'est ça. Et typiquement, c'est ce que Free avec leur blog faisait. Quand tu avais ton blog en .free.fr ou je sais plus trop quoi, enfin c'était. Et Skyblog, c'est pareil. Les vieux Skyblogs, c'était pareil, c'est que des sous-domaines. D'accord, ok. Donc là, je suis à peu près clair sur ce qu'on dit domaine, sous-domaine. Donc si j'ai acheté le .biz qui existe, si je fais .com, .biz, ça m'appartient .com.biz et je peux faire un business dessus. C'est ça. Si je reprends sur chirurgiendentiste.fr, tu m'as dit que je vais me donner des documents légaux pour démontrer que je suis chirurgien dentiste. Ça, c'est l'institution qui a acheté qui va définir les règles de vente et d'application de son domaine. Ouais, alors je vais rebondir là-dessus, parce que du coup, là, on va un peu plus se creuser sur justement les différents acteurs qu'il y a dans les noms de domaine. Là, toi, tu parles en tant que client final, je veux acheter un nom de domaine. Mais en fait, derrière, tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir ce qu'on appelle un registraire. C'est quoi un registraire? Derrière, je vais venir du coup, derrière, il va y avoir un registré. Et puis tu as l'ICANN. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ces 3 acteurs-là. Registraire, registry, ICANN. C'est ça. C'est les 3 acteurs, on va dire, principaux des noms de domaine. D'accord. Donc tu vas voir l'ICANN. L'ICANN, c'est la police des noms de domaine. C'est elle qui justement fixe un peu toutes les règles autour des suffixes. D'accord. C'est elle, par exemple, qui, en fait, elle a un petit groupe qui s'appelle YANA, qui en fait, l'ICANN est une autorité de régulation d'Internet. Et en gros, il y a une sous-partie qui est YANA qui, elle, entre autres, va attribuer justement les noms de domaine, enfin les suffixes, si tu préfères. Donc par exemple, c'est la FNIC, elle avait rempli un dossier pour pouvoir dire à l'ICANN, nous on aimerait bien gérer les .fr. Et donc en fait, c'est l'ICANN qui a autorisé la FNIC à gérer les .fr. Donc l'ICANN, ça c'est contractuel. Ouais, ICA2N. C'est ça. Ça, c'est un organisme international. Ouais, c'est un organisme. Alors en fait, c'est assez marrant, en fait, l'ICANN, c'est extrêmement politique, plus que technique. En fait, historiquement, l'ICANN, c'était une société américaine et elle est passée en fait en 2016 là dans le giron international
Mais il y a eu énormément de pression pour que ça arrive. C'est le gouvernement Obama qui avait du coup libéré finalement l'ICANN. À la base, à la toute base, donc avant les années 2000, l'ICANN avait été créée, mais elle devait se désengager en gros de l'hégémonie américaine, enfin de l'appartenance américaine en 2000. D'accord. Il a fallu 16 ans de plus pour que ce soit réellement fait. Il y avait toujours des excuses de ouais, mais en fait, l'ICANN doit avoir certains prérequis pour pouvoir se débarrasser, enfin pour devenir indépendante, tout ça quoi. Donc je pourrais plus te les dire quoi, mais je connais pas le dossier quoi, mais suffisamment quoi. Mais enfin voilà, ce qu'il faut savoir c'est que les Américains ont eu du mal vraiment à lâcher l'ICANN, parce qu'en fait finalement si on regarde l'ICANN et les organismes dont elle est composée, il y a le IANA, donc IANA. Et en fait typiquement IANA c'est elle qui est chargée du coup d'attribuer les adresses IP, de définir les protocoles. Typiquement, pourquoi est-ce que je sais pas moi, le HTTP c'est le port 80, bah ça en fait c'est Yana qui l'a décidé. Donc après, ça a été dans les RFC, tout ça quoi. Mais voilà, en fait, c'est à elle qu'appartient ce genre de droit. Donc il va y avoir également, il y a l'attribution des domaines, les numéros sur Internet, donc les adresses IP. Bref, elle a D'autres attributions. Deux attributions quoi, mais qui sont en fait assez au cœur de toutes les choses. Et je sais que dans les années du coup de 2000 à 2016 quoi, avec l'essor de la Chine ou ça, il y a eu pas mal de pression en fait auprès des Américains pour lâcher un peu pour lâcher un peu finalement la canne quoi. Mais c'est un truc de malade, ça veut dire que les Américains ils ont super bien joué, ils ont de base verrouillé l'internet en s'assurant que c'est un peu ça. Tout passait par eux quoi. En fait le problème c'est que ça. On va dire que je suis anti-américain après. Faut que je fasse attention à ça. En fait, c'est surtout que ça pose des. En fait, c'est plus un. Enfin, après, c'est plus de la politique, tout ça. C'est que finalement, ça pose des conflits d'intérêts. Typiquement, quand l'ICANN elle doit donner un TLD, un suffixe à un organisme, typiquement, si on regarde tout ce qui est. On reviendra tout de suite après. Mais si on regarde les news TLD, par exemple, les points top, les points app, les points machin. En gros, tu vas avoir tout un tas d'extensions un peu originaux. Mais du coup, en fait, ça veut dire que quand ils vont monter des dossiers, donc il peut y avoir des enchères et tout ça, quoi. Sauf qu'il y a un moment, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Pourquoi est-ce que la CAN pourrait très bien favoriser une boîte américaine plutôt qu'une autre boîte, quoi. Donc il y a des conflits d'intérêts, pareil au niveau politique. Finalement, il y a un siège qui est donc je ne sais plus trop combien de membres, quoi, mais il y a dans les membres qui prennent les décisions, du coup, il y a des registrars, il y a d'autres registres. Enfin, il y a des registres. Donc on va venir les registrer, on va venir juste après. Donc voilà. Il y a tout un tas d'acteurs finalement qui prennent des décisions là-dessus quoi. Et donc ça ne peut pas appartenir finalement en fait c'est comme si on disait en fait l'internet les standards d'internet vont être gérés par un pays quelconque alors que l'internet c'est à tout le monde. C'est à tout le monde voilà. Et du coup maintenant ils sont chez qui Maintenant je crois que c'est régi, enfin ils sont indépendants quoi. C'est quoi indépendants, ils dépendent de qui? Ils dépendent de je sais pas, je dis d'accord, mais de l'ONU, à qui ils rapportent? Je crois que tu me poses une colle, je crois que c'est juste une association, enfin voilà, c'est une ONG quoi. Ok. Et c'est. Je me trompe peut-être, hein, mais. Si je veux acheter le point app, parce que je sais que Google l'a acheté, Google l'a acheté 25 millions en 2016. Le point app, en réalité, si moi j'avais voulu le faire, combien ça aurait pu me coûter? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas vouloir avoir un TLD, en fait, tout le monde ne peut pas avoir un TLD. En fait, c'est vrai que c'est une question que peut se poser. Bah tiens, pourquoi est-ce que moi j'aurais pas mon point de froid et j'aurais mon site web dessus, quoi, par exemple, quoi. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'ICANN va décider d'ouvrir. En fait, là, ça s'est fait du coup un peu avant la 2010, quoi. Ils avaient ouvert du coup tout un tas de TLD savants. Si on va commencer par la base déjà. Si on regarde on va dire les anciens suffixes. Donc .com, les .fr, .de. En fait, on va parler de GTLD pour les global top level domain. En fait, tu vas avoir le .com, le .net, le .info, le qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le .biz. Ceux-là, en fait, on va dire que c'est les vieux suffixes, les vieux TLD. Donc ça s'appelle les GTLD. Ensuite, tu vas avoir les CCTLD, pour Country Code TLD. C'est là en fait où dedans tu vas placer tout ce qui est .fr, .de, .uk, .eu est un peu particulier, c'est en fait finalement le .eu, c'est l'Europe, mais c'est pas un pays l'Europe. Mais tu vois, c'est une institution, c'est une institution on va dire localisée. Le .io est un pays en fait. Et le .ai est un pays. Et le .ai est un pays. De toute façon, en règle générale, quand c'est deux lettres, c'est un pays, c'est un country code. D'accord. Voilà. Et puis,
Du coup, là, il va y avoir la nouvelle génération. C'est pour ça qu'on appelle ça des NGTLD, New Global TLD, où là, en fait, on va avoir un peu tout et n'importe quoi. On va avoir tous les points locaux, par exemple les points BZH, les points Paris. On va avoir les points Love, les points App, les points un peu ce qu'on veut. Donc en fait, là à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'ICANN a décidé d'ouvrir tous ces nouveaux TLD, en fait, on pouvait déposer un dossier auprès de l'ICANN. On peut toujours d'ailleurs, je crois. En fait, on dépose un dossier et on dit, bah moi, j'aimerais avoir tel point. D'accord. Là-dessus, il va falloir répondre à des critères. Typiquement, il va falloir dire, bah ouais, c'est pour une marque. Typiquement, c'est pour une compagnie. Ou alors, c'est pour une géographie particulière. Point BZH, point Paris. Donc en gros, tu as 4 critères comme ça. Je ne connais plus par cœur, mais voilà, tu as 4 critères. Tu peux pas juste, ah bah moi je le veux juste pour le fun. Déjà, en fait, il y a un ticket d'entrée qui est assez cher, je crois qu'il est à 250 000 euros ou dollars. Donc voilà, c'est. Voilà. C'est rien. Je sais qu'il y avait je crois que c'est un businessman de Hong Kong qui avait pris son propre, je sais plus comment il s'appelle, il avait pris en fait son propre nom de domaine, mais en fait il avait pu le justifier par rapport à sa marque, en fait, sa notoriété. C'est comme ça qu'il avait pu, mais sinon en tant que personne physique, on ne peut pas avoir un tel dé. Peut-être qu'on aura un point Trump un jour. Si on en fait une marque, ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Donc voilà. Donc en gros, voilà, le registre. Attends, avant je te coupe. Tu m'as dit 250 000 balles. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à 25 millions sur le point En fait, avec Google ? ce qui se passe, c'est que ça, c'est juste la dépose du dossier. Après, en fait, l'ICANN, il va y avoir un système d'enchères qui fait, bah tiens, il y a le point app qui est en jeu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre dessus, voilà. Et en fait, il va y avoir un système d'enchères qui fait qu'on arrive à 25 millions pour Google. Ok, ça c'est à peu près clair. Ça c'était le nom de domaine. Donc maintenant, il faut que tu m'expliques registry, j'ai rien compris là-dedans. Donc là, finalement, on a expliqué un peu quels sont un peu les liens entre le registre et l'ICANN. Finalement, en fait, le registre, c'est celui qui gère le suffixe. D'accord, donc là, registre, le .fr... Ou registré en anglais, quoi. Donc le .fr a été décidé par l'ICANN qui était attribué à la France. C'est ça. Maintenant, ils vont déléguer à un organisme local ou un organisme qui s'est dit, moi, je le prends sous ma gouvernance. Et donc là, c'est... Pour la France, tu m'as dit ? C'est l'AFNIC. L'AFNIC. Ouais. En fait, l'AFNIC, c'est même un peu particulier. L'AFNIC, si on regarde, en fait, dans les missions de l'AFNIC, il y a aussi promouvoir tout ce qui est dom-tom et pays vraiment liés à la France. Donc, par exemple, tu as le point PE, tu as le point, pour je ne sais plus trop quel dom-tom, enfin, tu as tous les pays dom-tom qui ont également le point RE pour la Réunion, par exemple, qui ont leur extension. Tu as du coup tout ce qui est point Paris, point BZH qui sont aussi sous le point OVH également, qui est sous l'énergie de l'AFNIC, mais c'est un peu particulier. On y reviendra tout à l'heure. Mais tu as aussi le point SN, par exemple, le point Sénégal, qui en fait est sur c'est l'AFNIC qui gère le point Sénégal, au moins l'infra. Ils ont aussi une délégation au Sénégal. Le Sénégal gère son point SN, mais l'infra, c'est l'AFNIC. En fait, l'AFNIC cherche en fait à promouvoir justement ces pays-là en fait, et les aide. Qu'est-ce que tu veux dire par infra ? C'est-à-dire quoi ? Ils ont l'infra. Tu m'as donné en fait, .fr, c'est quoi l'infra du .fr ? Ouais, en fait, typiquement, tu vois, là, tu as déposé ton dossier auprès de l'ICANN, d'accord, en tant que registre. Mais derrière, il va falloir quand même que tu gères la base de données qui va contenir tous les noms de domaines que tu vas vendre. C'est ok, tu as le .fr, d'accord, mais après, tout finalement, les sous-domaines que tu vas vendre. Parce que finalement, c'est juste ça, tu vas revendre des sous-domaines. Ça, il faut bien que tu le aies quelque part avec les contacts administratifs, de factures. En gros, c'est gérer les API et les bases de données. Ça, gérer les API et également gérer les serveurs DNS. Parce que les serveurs DNS racines ceux qui gèrent à partir du point. Donc, le premier point que tu as tout à la fin. Donc, tu as des serveurs racines. Donc, ça, c'est l'équipe DNS pour mieux t'en parler que moi. En gros, tu vas avoir les services racines où eux, c'est enregistré de qui possède le .fr. Donc, c'est l'AFNIC qui vont les rebondir sur le DNS du .fr. Donc de l'AFNIC, et qui eux vont rebondir en fait sur les c'est des lookups en DNS. fait. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle des chaînes. En fait, c'est en chaîne quoi. Ok, c'est un graphe c'est un dit graphe, machin dépend d'un tel, dépend d'un tel. C'est ça. Ok. Donc ça c'était le registre. Ouais, voilà, le registry. D'accord. Ok. Maintenant, on va parler du registrar. En fait, le registrar, on peut le remplacer par le mot revendeur. C'est celui en fait qui, comme OVH, en fait, va dire ok. Moi, je me suis enregistré en fait auprès de l'AFNIC, donc on va revenir un peu sur ça. Je me suis enregistré auprès de l'AFNIC pour pouvoir vendre des noms de domaine en son nom. D'accord, c'est un peu ça. Je revends des noms de domaine. Je suis OVH, j'ai déposé un dossier auprès de l'ICANN. En fait, ce qu'on appelle un RAA, en fait, c'est de l'accréditation. Donc, il faut savoir que dans la boucle, il y a aussi l'ICANN.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut devenir registraire, c'est pas anodin, quoi. C'est qu'on va gérer un portefeuille de domaines, et donc là-dessus, on va avoir des obligations. On va avoir des obligations de sécurité, on va avoir des obligations de réponse, on va aussi avoir on va avoir en fait un cycle de vie. Typiquement, quand on équipe, donc c'est un contrat, on va dire, je vais dire, je connais pas là, c'est plus l'aspect légal, quoi. Mais on va partir de on va partir de ça. Admettons que tu dis, bah voilà, OVH, il est accrédité pour vendre du .fr pendant 1 an. D'accord. Ouais. Si au bout d'1 an, OVH décide de ne pas renouveler, si on a revendu des noms de domaine, il faut quand même pouvoir dire, bah ok, on a quand même un portefeuille, il faut pouvoir le vendre. Donc là, il va y avoir un système de revente, de dire, bah tiens, il y a tel portefeuille de tel registraire, est-ce qu'un autre registraire veut le reprendre? Qui c'est qui... Là, c'est comme si tu revendais ton fonds de commerce. C'est ça. Et donc là, en fait, c'est l'ICANN qui va être un peu, qui va gérer ça, justement. Pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas la FNIC qui le gère, ça? Bah, en fait, il faut savoir que ce truc-là, vu que l'ICANN, ça fait partie de ses fonctions d'être le police des noms de domaine, en fait, pour ce genre de choses, ça va être l'ICANN qui va prendre en compte ça. Il faut savoir qu'en fait, il existe la même chose, mais pour les registres. Sur les registres, c'est pareil. Par exemple, finalement, l'ICANN donne l'accréditation à la FNIC pour gérer le .fr, et bien en fait, elle lui accorde ça pendant un délai. Je crois que d'ailleurs, il va bientôt dépasser la FNIC. C'est le moment de se présenter. Il faut avoir un peu de sous, en quand fait, même. potentiellement, ouais. Potentiellement, en fait, tu peux être mis en concurrence par rapport à la FNIC. Il faut avoir des sous, quand même. Il faut avoir des sous, il faut avoir une infra. Enfin, en fait, il y a tout un dossier à monter pour prouver que voilà, tu es au moins aussi compétent que la FNIC pour le gérer. Mais c'est pas un monopole, non. Il y a vraiment c'est temporaire dans le temps, quoi. Et donc là, pareil, une fois que, admettons que la FNIC ne renouvelle pas, que c'est quelqu'un d'autre, il va bien falloir faire le transfert de tout son portefeuille. Donc le portefeuille de la FNIC, ça veut dire son portefeuille des .fr et des sous-domaines du .fr et des sous-domaines. Ça représente quand même tout un tas de domaines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'ICANN, les registres le font, et nous également on le font en tant que registraire, c'est que toutes les semaines on leur envoie finalement tous les domaines qu'on a renouvelés, qu'on a créés, qu'on a transférés, enfin tout ça. On leur envoie en fait tout notre portefeuille hebdomadairement, enfin tout le diff, quoi, si tu veux, de tout ce qu'on a envoyé. Comme ça, en fait, eux, ça leur permet d'avoir vraiment l'état complet de ce que possède un registraire et un registré. Et comme ça, lors de ce... C'est pas en temps réel. Moi, j'imaginais que si j'achetais un nom de domaine, en temps réel, il serait c'est en temps réel chez le registre. Celui, c'est une base de données, finalement. On va communiquer avec lui, donc on va pouvoir attaquer ce sujet-là maintenant. Parce qu'en gros, là, on a parlé de comment interagissent l'ICANN et puis le registre. On va pouvoir maintenant parler de comment est-ce qu'on intègre comment est-ce qu'on s'interface sur le registre. Mais en gros, globalement, l'ICANN, elle régit tout. Nous, on lui envoie les hebdomadairement. C'est juste de dire. C'est un grossiste, en fait. C'est un peu comme un comptable où, en gros, quand tu l'achètes, quand tu as des factures, tout ça, tu mets ça de côté, tu les as, ça a été en temps réel, c'est bon, la transaction. Mais à ton comptable, quand tu vas pouvoir faire ton bilan financier de l'année, tu vas tout lui retransmettre et puis lui, il va tout remettre ça au propre. Donc il y a un système en temps réel qui est quand, par exemple, imagine je suis chez OVH, j'achète un nom de domaine chez OVH, puis il y a quelqu'un en temps réel qui achète le même nom de domaine chez GoDaddy, le premier arrivé et le premier service s'enregistre sur le registry, c'est ça. Le deuxième qui arrive, il arrive sur le registry, l'entrée est déjà existante, donc il se fait toper. Ok. Ça, c'est du temps réel. Ouais. Et toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une consolidation qui est une autre base de données, qui est la consolidation globalement des bilans financiers, des bilans de nom de domaine. Ça. C'est le bilan de portefeuille de portefeuille. De nom de domaine. Ok, d'accord. Et pourquoi ils le font les deux de façon distincte? À mon avis, alors, je connais pas la réponse exacte, mais sans doute que ça doit être pour s'assurer parce que t'es pas à l'abri qu'en fait finalement il y en a un, c'est un problème de shutdown et puis du coup tu peux plus contacter, ou ici il peut y avoir des diffs, tu vois, ce genre de choses, et peut-être mieux de source pour au moins pouvoir croiser les données. Ok, d'accord. Sûrement, je connais pas les détails, mais ça ressemble plus à des problèmes techniques que des problèmes légaux. Ok. C'est ça. Voilà. Donc tu disais le registraire, donc c'est le revendeur qui achète au grossiste qui est le registré. C'est ça. Comment ça se passe alors? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va s'interfacer avec le registre. Donc quand je dis s'interfacer, c'est que le registre va fournir une API pour déjà, par exemple, typiquement, quand toi tu viens sur ovh.com, que tu dis, tiens, j'aimerais mon nom de domaine qui est linéaire.fr, en fait, nous, on va déjà faire une première requête au registre, savoir ce qui s'appelle un domaine check, savoir est-ce que le domaine est libre. Donc là, oui ou non. Donc là, on va te dire, oui, là, le domaine est libre, tu peux l'acheter. Ok. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que dans le tunnel de commande, tu vas rentrer tes contacts, tes données de contact. Ça, c'est des informations légales. On ne les demande pas juste pour faire joli. C'est des informations légales.
Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va rentrer dans la procédure de création de domaine. Donc, c'est notre opération de domaine create, donc, bien sûr, que vous pouvez voir sur votre manager. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déjà refaire un domaine check, savoir si, ok, est-ce que le domaine est toujours libre. C'est parfois entre le moment où vous avez commandé et le moment où nous, on va faire un domaine check, il est plus libre. Donc là, à ce moment-là, voilà, on rembourse parce qu'on n'a pas pu faire la création. Enfin, c'est de la faute de personne, quoi. Voilà, c'est juste le délai de création. C'est juste qu'entre-temps, voilà, ça se fait. Après, on va lancer des requêtes pour créer les contacts chez le registre. Ensuite, on va créer le nom de domaine. On va les affecter à ce contact-là. D'accord. Et à la fin, du coup, une fois que tout est bon, là, du coup, on va dire, voilà, ok, là, tout est bon. On va rajouter les serveurs DNS qui correspondent bien, et puis voilà. On fera un épisode spécifique au DNS, parce que c'est un sujet que tu n'arrêtes pas de... En fait, souvent, en fait, on pense que domaine et DNS c'est la même chose, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. DNS, on parle bien de comment est-ce qu'on accède à votre site web, on parle de serveur DNS, de zone DNS, de propagation DNS, on parle de tout un tas de choses qui sont en fait... Nous, en fait, c'est basiquement le métier de nom de domaine, en fait. registrar, c'est du légal et c'est juste de comment en fait on fait l'interface entre le registre et le client final. Et en fait, ça peut paraître ouais, c'est juste un create, c'est juste un machin, mais en fait, là, c'est pour un seul registre. Mais nous, on gère par exemple une quarantaine de registres. Tu as verisign.com, tu as la FINIC pour le .fr, tu as verisign qui gère aussi le .net. Un registre que gérer plusieurs. Tu m'as parlé de RFC. Ouais. Mais c'est-à-dire que les mecs, ils sont même pas mis d'accord sur les protocoles API. C'est là où ça devient drôle. C'est que pour communiquer avec les registres, on a un format standard qui s'appelle l'EPP. L'EPP, c'est Extended Provisioning Protocol, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement l'acronyme. Mais ouais, ça doit être un truc comme ça. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois bien que le premier mot de EPP, finalement, c'est extended. C'est un peu, c'est extensible, pardon. Extensible Provisioning Protocol. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ICANN, elle va pouvoir gérer surtout les New GTLD. Les CCTLD, donc les Country Code TLD, elle a beaucoup moins de pouvoir là-dessus. Donc attends, redis. L'ICANN en fait, va pouvoir gérer la façon les data, points, c'est ça. Les New GTLD, les GTLD. Les country codes, la deuxième catégorie, qui sont vraiment locales, par exemple gérées par ethnique, là ça va être beaucoup plus souple en fait. Elles vont être beaucoup moins régies par l'ICANN en termes de comment elles peuvent mettre ça en place. Typiquement, tu vas avoir des règles. Typiquement, le .fr, tu es obligé d'être résident européen pour pouvoir le commander. Tu as certains registres qui refusent que des registrars de d'autres pays puissent commander. Typiquement, si tu prends le .hr, que le point de la Croatie, OVH ne peut pas vendre des points HR en tant que registraire officiel du registre Carnet, qui est celui de la Croatie. Il faut avoir une entité légale sur place. Ouais, en fait, tu vas avoir différentes astuces. Tu peux avoir une boîte postale, tu peux avoir une boîte légale. Donc là, ça dépend vraiment de quels sont vraiment les critères du registre. Parfois, le registre a vraiment des critères ultra spécifiques. Une des solutions aussi, c'est ce qu'on fait typiquement pour tous les suffixes de l'Amérique du Sud et pour, par exemple, la Croatie, c'est qu'on passe par notre registraire en fait. Mais alors pour que je comprenne bien, les gars se sont quand même pas mis d'accord sur le protocole API. Tu es obligé de les recoder à chaque fois en fait, ou alors c'est juste les métadonnées en fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a une base qui est la même. En fait, c'est de l'XML. Le PP, en fait, on s'envoie des trames EPP, donc c'est de l'XML, okay, via TCP. Et en fait, il y a un standard. Ok, donc on sait laquelle formule-là, quoi. Mais en fait, il va y avoir en fait des extensions, en fait, où là, les registres vont se faire un peu plaisir. C'est en fait, et ce qui peut être compréhensible, typiquement, il y a donc là maintenant c'est plus le cas là depuis quelques mois, mais typiquement il y a le point travel pour tout ce qui est industrie du voyage, qui eux en fait dans leur protocole EPP, ils voulaient absolument qu'on mette le UIN. C'est un numéro qui identifie comme quoi tu fais bien partie des organismes du tourisme, tout ça que tu fais. En fait, ton business c'est bien basé là-dessus, d'accord. Donc en fait, quand tu fais un domain create au niveau du registre, si tu n'as pas ce numéro, tu es interdit de le créer. En fait, tu as des champs qui sont mandatory. C'est ça, c'est des champs qui sont mandatory ou pas. Et en fait, nous, du coup, toute la complicité en tant que registraire, c'est qu'on a une multitude de registres qui ont chacun leurs propres règles. Aujourd'hui, à OVH, on en gère entre 40 et 50, un truc comme ça, quoi. Donc voilà. Mais tu as plein de règles métiers. C'est ça, tu as plein de règles métiers. Et nous, le truc, c'est qu'il va falloir faire une interface standard, enfin, unique à nos clients. Si toi, quand tu vas aller chez ton manager, tu veux pas... Toi, tu as envie d'avoir un truc simple. Quoi. En fait, c'est le tunnel de commande. C'est ça, le tunnel de commande sur comment est-ce que tu vas gérer ton domaine. Une fois que tu as commandé ton nom de domaine, après, il faut pouvoir changer de propriétaire. Par exemple, si tu as envie, il faut que tu puisses modifier tes informations. Et tout ça, ça va changer. Par exemple, si on prend l'exemple du changement de propriétaire.
l'ICANN a décidé l'année dernière, je crois, ouais, l'année dernière, de en fait durcir un peu ce que c'est un changement de propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, un changement de propriétaire, il a également l'email, d'accord? Et en fait, quand tu fais un changement de propriétaire, tu es obligé d'entamer une procédure. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller juste sur le manager OVH, dire bah tiens, je modifie mon contact et puis voilà, c'est terminé quoi. Non, non. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas quand tu vas modifier une donnée principale de ton contact, donc ton nom, ton prénom ou alors ton organisation, ta forme juridique, est-ce que tu es une entreprise, est-ce que tu es une personne morale, physique, voilà. L'ICANN a entré l'adresse email également dans ces champs-là. Et en fait, si tu modifies un de ces champs-là, ça rentre dans une procédure de changement de propriétaire. C'est-à-dire que là, en fait, on doit envoyer un mail à l'ancien propriétaire pour s'assurer qu'il est bien d'accord. Ça veut dire que, par exemple, imagine, toi, tu as envie de changer ton adresse email parce que tu l'as changé. Ça veut dire que sur ton ancienne boîte mail, tu vas recevoir une notification de demande de validation. Ça, donc avec tous les problèmes que ça pose, ah ouais, mais j'ai perdu le mot de passe de mon adresse email. Ça m'est arrivé, moi. Et du coup, bah là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contacter le support, on va te demander les pièces d'identité pour être sûr que c'est bien toi et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a pas que l'aspect, on ne peut pas tout automatiser dans les noms de domaine. Parce qu'en fait, il y a un facteur humain qui est assez énorme, des procédures du coup à respecter légales, et du coup, voilà, il y a tout ça. Pareil, imagine, tu te fais voler ton nom de domaine, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle une procédure URDP. C'est-à-dire quoi se faire voler son nom de domaine? Voler ton nom de domaine, c'est imagine, il y a quelqu'un qui va se connecter sur ton manager OVH qui change les contacts registrants, enfin le contact propriétaire de nom de domaine, et t'appartient. En fait, légalement, si tu veux, un nom de domaine, il a 3 types de contacts principalement. Il a le contact administrateur, le contact technique et le contact propriétaire. D'accord? Le contact propriétaire, d'un point de vue légal, c'est le propriétaire du domaine. C'est-à-dire que tu peux changer d'admin ou de tech à tout moment. D'accord. Typiquement, c'est pour ça que quand tu fais un métier de revendeur, le contact propriétaire, donc ça on va dire que c'est un message que j'adresse là pour le coup à ceux qui font appel à des sociétés de services pour commander leur nom de domaine. Il faut bien faire attention que juridiquement, leur responsable c'est le contact propriétaire. D'accord. Donc en gros, et donc en fait, il faut que le client soit le propriétaire. Ça, il faut absolument que le client final, en fait, la personne qui appelle à une société de service soit contact propriétaire de son domaine. Parce que si demain l'entreprise met la clé sous la porte ou décide de changer de registrar, ce qu'elle a parfaitement le droit. Le problème, c'est que si le domaine lui appartient, vous n'avez aucun moyen de vous retourner contre elle pour dire bah non, ce domaine-là, il m'appartient, je veux le récupérer. Donc en fait, il faut après, il y a des procédures juridiques. Si c'est mais ça va être relativement lourd. Mais on sort des process. C'est ça, on sort un peu des process et là, on est obligé de passer par la case juridique. Donc en fait, le propriétaire, c'est la personne de la destination finale. Et toi, tu recommandes qu'on donne délégation sur le propriétaire technique, enfin sur le technique admin, la personne qui sait comment gérer le domaine. Et qui va changer des DNS. C'est ça, tout ce qui est DNS, ce genre de choses. Quoi. Ok. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des choses... Ah oui, tu m'as dit, si tu te fais voler ton nom de domaine, il y a une procédure particulière. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu? Ouais, c'est ce qu'on appelle la procédure URDP, un truc URDP, ouais. Je prends mon anti-sèche pour regarder. Les noms de domaine, ils adorent tout ce qui est acronyme. Donc, ouais, UDRP. UDRP qui est géré par l'OMPI. En fait, tu vas déposer une requête UDRP auprès de l'OMPI. Donc, l'OMPI, c'est un organisme qui s'occupe justement de entre autres, de ce genre de conflit. En fait. Et du coup, là, tu vas avoir l'ICANN, le registre et le registraire qui vont entrer en jeu pour faire toutes les informations, en fait, faire l'arbitrage. En fait, cette requête-là, c'est une requête simplifiée, en fait, qui va être beaucoup par mail et tout ça, quoi, et pour éviter finalement la case justice, de passer devant un tribunal. Tu vois, pour tout ce qui est en termes d'argent et tout ça, quoi, si on peut passer par ce genre de requête, il faut le faire, quoi. Enfin, c'est après où ça devient plus compliqué, bah là, oui, là, on va y avoir là-dessus. Ok, super intéressant. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets géopolitiques. Je pense que il y a des sujets géopolitiques. Et même en termes que... Cela, finalement, on a parlé de comment est-ce qu'on crée un nom de domaine chez les registres. On n'a pas vu tout ce qui est, finalement, tout ce qui est le cycle de vie d'un nom de domaine. On se garde une partie 2. J'aimerais bien qu'on parle de business aussi. C'est pas tout, mais business. Au niveau d'un nom de domaine, après, il y a tout un business derrière. Tu as des marchés secondaires, tu as la spéculation sur les noms de domaine. Tu as plein de choses autour en fait, des noms de domaine, quoi. Donc là, en gros, on a juste posé un peu les bases des différents acteurs et comment ils communiquent un peu entre eux. Mais après, on se garde ça pour une prochaine fois, parce que je crois que tu m'as dit que tu étais en train de monter tout un petit talk sur le sujet géopolitique autour du nom de domaine. Alors, non, pas
pas forcément celui-là, mais je sais que je voulais travailler avec la team DNS pour justement essayer de faire un talk sur finalement les domaines. En fait, les domaines DNS, c'est un sujet qui a l'air simple en fait. C'est un truc que c'est rodé, c'est des années 80, c'est un gros bordel en fait. C'est juste un gros bordel et il y a presque plus de politique en fait que de technique derrière. C'est quand tu veux changer, c'est finalement en fait, vu que les noms de domaine et les DNS, c'est un peu le socle du business même maintenant. Et du business et d'Internet. Si tu veux changer un truc là-dedans, mais du coup, mais là, il y a tellement d'acteurs en fait qui entrent en jeu, il y a tellement de possibilités, de conséquences. Enfin, la team DNS pourra te parler mieux que ça, quoi, mais pourra t'en parler mieux que ça. Mais au niveau DNS, par exemple, si aujourd'hui on a des serveurs racines DNS, mais demain, pourquoi est-ce que toi tu ne créerais pas ta propre racine, par exemple? Donc tu pourrais avoir des racines alternatives, et il en existe. Et du coup, c'est un gros bordel. Ça veut dire que Facebook.fr pourrait exister sur une racine, et Facebook.fr pourrait exister aussi sur une autre racine. Et les conséquences techniques, et les conséquences techniques, c'est que derrière les navigateurs, par exemple, tu devrais choisir entre telle ou telle racine. Le navigateur, il est complètement aujourd'hui, il y a une seule racine. Enfin, il y a la racine officielle et on n'utilise que cela, quoi. Mais on peut jouer en fait avec d'autres racines, quoi. Typiquement, tu peux en interne, via tes configurations de ton serveur DNS, te construire tout un maillage en fait de nom de domaine qui n'existe pas en vrai, mais qui auprès de ton serveur DNS existe. C'est ce qui se passe dans ton entreprise la plupart du temps en fait. C'est les entreprises, elles font leur truc. C'est ça, quand tu créerais ton help.me pour contacter un helpdesk ou des choses comme ça. Typiquement, c'est juste la config DNS. Ok, cool. Bon, on se garde ça pour une prochaine fois avec la team DNS et puis toute la partie géopolitique là. Je pense qu'on est tous assez preneurs de ces enjeux-là. Ça marche. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? Ouais, Marc Audefroy sur Twitter. Marc Audefroy, on mettra le lien des contacts. Tu vas donner des talks prochainement? On va essayer au Brascamp là, de donner un talk. Donc après, là, ça va juste être fourni au Colfa Perper. Mais, alors, pour information, c'est vu que j'ai dit que j'étais co-organisateur, je ne vote pas pour mon propre talk. C'est ce que j'allais dire. C'est dommage que tu ne connaisses pas un mec qui est là-dedans. C'est ça. Pour faire passer ton... Je ne vote pas pour mon propre talk. On a un minimum de déontologie. On essaie de faire mieux. Parce que finalement, notre but à nous, c'est aussi d'avoir une conférence qui plaît à tous, quoi. Donc, si on met que des copains, ça se voit et puis la conférence elle perd en qualité, quoi. Ouais, ça va être un truc assez intéressant d'être dans les organisations. Je voyais ce matin un tweet sur Devox, je pense. Il y avait plusieurs... Devox vient de fermer hier, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait déjà des retours sur des titres de conférences j'ai vu un ça peu olé aussi, olé, les mains dans le Kafka. C'est ça. C'est ça où, En fait, c'est toujours un peu le problème de CFP. Le problème, c'est qu'on reçoit, là, je crois qu'on est entre 300 et 400, proche des 400, je crois, propositions au niveau du Brascamp. Donc, à un moment donné, il faut faire le tri. Donc, forcément, c'est typiquement sur les sujets JavaScript où tu vas en avoir 100. Et à un moment donné, il faut que la personne, il faut qu'elle se démarque. Donc, elle va essayer de faire sur de l'humour et tout ça, quoi. Et parfois, ça passe pas, quoi. Les mains dans le Kafka m'a quand même fait rire ce matin. Merci Marc, on te retrouvera donc une prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, je pense. Ouais, ça marche, ok. Merci à tous, salut, bonne journée. Peace.